Les salles d'audience ont été témoins de certains des moments les plus bruts et émotionnels de l'histoire. Des confessions glaçantes aux déclarations déchirantes des victimes, ces affaires révèlent le véritable poids de la justice. Les réactions intenses des familles, des juges et même des accusés rendent ces scènes d'audience inoubliables. Préparez-vous pour certains des moments d'audience les plus troublants et émotionnels jamais capturés. Je suis troublé par cette affaire, mais le fait que vous ayez impliqué 2 mineurs dans l'histoire. La salle d'audience était tendue alors que Shauna Kelly faisait face au jugement pour avoir orchestré un complot de meurtre à gages contre son ex-mari, Baron Lee, en 2016. L'affaire, marquée par la trahison et la cupidité, a captivé le public. Kelly, une femme de 30 ans de Mount Lake Terrace, avait payé 2 adolescents 113 000 $ pour mener l'attaque. La scène s'est déroulée dans un parking de Bellevue, où Lee, ignorant le danger imminent, a été pris en embuscade et abattu de 9 balles. Malgré ses blessures critiques, il a survécu, un témoignage à la fois de sa volonté et de sa chance pure. L'attaque découlait d'une bataille acharnée pour la garde de leur fils. Kelly espérait un gain financier si elle obtenait la garde exclusive, un motif qui rendait ses actions encore plus sombres. Au tribunal, les procureurs ont détaillé ses décisions froides et calculées, y compris le recrutement de mineurs pour commettre le crime. Les adolescents ont exécuté la fusillade sans comprendre pleinement la gravité de leurs actes, ajoutant une autre couche de tragédie à l'affaire. Baron Lee a pris la parole lors du procès, livrant un témoignage émouvant et déchirant. Il a décrit le fardeau physique et émotionnel de survivre à l'attaque. Ses mots étaient empreints d'un mélange de douleur et de frustration alors qu'il s'opposait avec passion à l'accord de plaidoyer qui limitait la peine de Kelly. Les objections de Lee ne concernaient pas seulement la justice pour lui-même, mais aussi la responsabilité de Kelly pour le traumatisme qu'elle a causé. « Tu m'as enlevé ma vie », déclara-t-il, sa voix se brisant alors qu'il racontait le long chemin vers la guérison, tant physique qu'émotionnelle. Le témoignage de Lee a profondément résonné dans la salle d'audience, laissant beaucoup en larmes. Il a parlé des cicatrices permanentes sur son corps, des mois de rééducation et de la peur persistante qui hantait chacun de ses pas. Pour Lee, l'attaque n'était pas juste un incident isolé. C'était un événement qui a bouleversé sa vie, le privant de la normalité. La salle d'audience était silencieuse, alors qu'il décrivait la douleur de savoir que quelqu'un qu'il avait autrefois aimé et en qui il avait confiance avait orchestré un acte aussi odieux. Kelly, visiblement émue, s'est adressée au tribunal, affirmant qu'elle regrettait ses actions et leur impact sur son fils. Elle a déclaré qu'elle n'avait jamais eu l'intention de faire souffrir qui que ce soit, mais a admis que son désespoir avait obscurci son jugement. Cependant, ces excuses n'ont guère influencé l'opinion publique ou les procureurs qui ont souligné ses actions délibérées et préméditées. Sa défense a soutenu que Kelly avait été sous un stress immense en raison de la bataille pour la garde et que son état mental avait joué un rôle dans ses mauvaises décisions. Ils ont également souligné sa coopération pendant l'enquête et son plaidoyer de culpabilité comme signe de remords. Cependant, les procureurs ont réfuté ces affirmations, soulignant que Kelly avait eu de multiples occasions de se retirer du complot, mais avait choisi de continuer. L'implication d'adolescents dans le crime a encore amplifié la tragédie. Les 2 jeunes auteurs, à peine sortis du lycée, n'étaient initialement pas conscients des conséquences complètes de leurs actes. Eux aussi ont fait face à des conséquences juridiques, l'un purgeant une peine dans un centre pour mineurs, et l'autre passant à une détention pour adultes à ses 25 ans. Lorsqu'il fut temps de prononcer la sentence, le juge a reconnu la gravité du crime et le poids émotionnel qu'il portait. Le tribunal a imposé une peine de prison de 13 ans, le maximum dans le cadre de l'accord de plaidoyer. Pour Lee, cependant, la sentence semblait insuffisante. Son appel pour une punition plus sévère était sincère, mais finalement limité par le cadre juridique de l'accord. « Aucun temps ne pourra effacer ce qui s'est passé », a dit Lee, sa voix remplie à la fois de tristesse et de résignation. J'aimerais pouvoir faire plus que simplement utiliser ma voix. Je ne voulais pas aller au paradis. La seule fois où Carly peut voir son frère maintenant, c'est quand elle rêve de lui dans son sommeil, de leurs souvenirs heureux. La salle d'audience est tombée dans le silence alors que l'affaire de Lauren Courtney, une babysitter qui a commis un crime inimaginable, se déroulait devant le juge et le jury. Courtney a été reconnue coupable de meurtre au premier degré après que des images de surveillance choquantes ont révélé ses actions horribles contre Ryan Peralto, âgé de 5 ans. Ce qui a commencé comme un arrangement de garde d'enfants de routine s'est transformé en une tragédie qui a dévasté une famille et ébranlé la communauté. Ryan Peralto était un enfant brillant et heureux avec un avenir prometteur. Ses parents, ayant besoin d'une personne de confiance pour s'occuper de lui, l'ont laissé sous la garde de Lauren Courtney. Cependant, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette décision mènerait à un cauchemar qu'ils n'auraient jamais pu imaginer.
Ce jour fatidique, Ryan est tombé victime d'une série d'actions brutales et sans cœur qui ont mis fin à sa vie. Les images de surveillance étaient une pièce maîtresse du procès, et leur contenu était si perturbant que même les enquêteurs chevronnés ont eu du mal à les regarder. La vidéo montrait Courtney criant sur l'enfant, le traînant dans la maison et le maltraitant physiquement. On pouvait voir Ryan pleurer et vomir, manifestement, en détresse. Au lieu de l'aider, Courtney a continué à le réprimander et à lui faire du mal. Les procureurs ont décrit comment elle a laissé Ryan allongé sur le canapé pendant plus d'1 heure, ignorant ses appels à l'aide et ne cherchant pas d'assistance médicale. Le procureur Michael Job a prononcé une déclaration puissante et émotive lors du procès, dépeignant un tableau saisissant de la souffrance de Ryan. Les dernières minutes de la vie de cet enfant étaient une pure horreur, a déclaré Job, la voix tremblante. Elle a raconté comment les actions de Courtney n'étaient pas le résultat d'une erreur impulsive, mais d'une série délibérée de décisions cruelles. Job a rejeté l'affirmation de la défense selon laquelle Courtney aurait pu être somnambule, qualifiant cela d'insulte à la gravité de l'affaire et aux preuves présentées. Au fur et à mesure que le procès avançait, le tribunal a entendu la juge présidente, Jacqueline Bluth, dont les paroles ont laissé une impression durable. Elle a décrit la douleur inimaginable que Ryan a endurée dans ses derniers moments. Un enfant de 5 ans comprend chaque coup, chaque piétinement et chaque cri de haine, a déclaré la juge Bluth pendant 26 longues minutes. Ryan savait ce qui lui arrivait, et il savait que la personne censée le protéger était celle qui lui faisait du mal. Les réactions étaient fortes alors que ces détails étaient exposés. Membres du jury, personnel du tribunal et même des spectateurs essuyaient des larmes. Le poids émotionnel de l'affaire était palpable, l'absence de Ryan étant profondément ressentie. Ses parents n'ont pas pu assister à la condamnation, submergés par le traumatisme de la perte de leur fils bien-aimé à leur place. Le procureur a lu une déclaration émouvante du père de Ryan, qui a exprimé le chagrin de la famille et partagé comment la sœur de Ryan avait du mal à faire face. Elle demande pourquoi son frère a dû aller au paradis, disait la déclaration, et la seule fois où elle le voit maintenant, c'est dans ses rêves. La défense a tenté de dépeindre Courtney comme quelqu'un sous un stress immense, arguant qu'elle n'était pas pleinement maîtresse de ses actions ce jour-là. Cependant, les preuves étaient accablantes. Les images de surveillance non seulement ont capturé ses abus, mais ont également révélé qu'elle avait menti aux autorités au départ, essayant de rejeter la faute sur le père de Ryan. Ces tentatives de détourner la responsabilité n'ont fait que renforcer la conviction de la Cour quant à sa culpabilité. Lorsque le moment est venu pour Courtney de s'adresser à la Cour, elle s'est tournée vers la famille de Ryan et a offert des excuses en larmes. « J'aimerais pouvoir faire plus que simplement utiliser des mots pour exprimer mon chagrin », a-t-elle dit. Cependant, ces paroles sonnaient creux pour beaucoup, surtout à la lumière des preuves accablantes contre elle. Pour la famille de Ryan, aucune excuse ne pourrait jamais ramener leur fils ou effacer la douleur de sa perte. La Cour a finalement condamné Lauren Courtney à la prison à vie, avec la possibilité de libération conditionnelle après 20 ans. Cette sentence reflétait la gravité de son crime, tout en permettant la possibilité de réhabilitation et de réexamen. Cependant, elle resterait sous surveillance à vie, même si elle était libérée sur parole, garantissant qu'elle ne pourrait plus jamais nuire à un autre enfant. Les choses qui concernent mon affaire en ce qui concerne les preuves que je détiens, qui sont des preuves classifiées Q, qui devraient être présentées au juge, l'affaire de Dajon Anderson a été l'un des procès les plus troublants de ces dernières années, non seulement à cause du crime horrifiant dont elle était accusée, mais aussi en raison de son comportement erratique et bizarre pendant les procédures. Anderson, une femme d'Atlanta, a été accusée du meurtre de son fils de 5 ans, Cairo Jordan, dont le corps a été retrouvé abandonné dans une valise dans le comté de Washington, Indiana. Ce qui s'est déroulé dans la salle d'audience a soulevé de sérieuses questions sur sa compétence mentale et a laissé les spectateurs stupéfaits. En avril 2022, une découverte macabre a choqué la petite communauté du comté de Washington. Un passant est tombé sur une valise contenant les restes de Cairo, qui avait été abandonnée dans une zone boisée. Cette découverte a conduit à une enquête de plusieurs mois, au cours de laquelle les forces de l'ordre ont reconstitué une histoire tragique. Anderson, qui était en fuite depuis plusieurs mois, a été arrêtée en Californie en octobre 2022. Les accusations portées contre elle comprenaient le meurtre, la négligence d'une personne à charge ayant entraîné la mort et l'obstruction à la justice. La première comparution d'Anderson devant le tribunal dans l'Indiana a attiré une attention considérable en raison de son comportement étrange et troublant. Lorsque le juge lui a demandé de décliner son identité, elle a répondu « Je suis la princesse Kian représentant l'entité, Dajon Anderson ». Son ton était calme, mais étrangement détaché, et elle a fait à plusieurs reprises des références à être sous surveillance par la NASA dans d'autres affirmations extravagantes. Par moments, elle souriait, montrant peu d'émotion ou de remords, ce qui a encore plus déstabilisé les personnes présentes. La réaction de la salle d'audience aux déclarations d'Anderson était d'incrédulité et de choc.
Le juge, visiblement surpris, a remis en question sa capacité mentale à être jugé. Les procureurs ont soutenu qu'Anderson représentait un danger pour la société et ont demandé qu'elle soit privée de caution, citant son historique d'évasion et son comportement erratique. Anderson s'est opposée, déclarant qu'elle n'était pas une fugitive parce que la NASA l'avait surveillée depuis l'espace. Sa représentation personnelle lors du procès a ajouté une autre couche de complexité. Elle a refusé d'accepter un avocat, insistant sur le fait qu'elle pouvait se représenter elle-même. Le juge l'a avertie des défis, déclarant qu'elle devrait comprendre les règles de la preuve et de la procédure. La réponse d'Anderson a été désinvolte. La mort de Solry était une soumission, affirmant qu'elle n'avait pas besoin de suivre les pratiques juridiques conventionnelles. Au fur et à mesure que les procédures se poursuivaient, 2 médecins ont évalué la compétence mentale d'Anderson. Tous deux ont conclu qu'elle n'était actuellement pas apte à être jugée ni à assister à sa défense. Leurs conclusions ont mis en évidence de graves problèmes de santé mentale nécessitant une attention immédiate. Le tribunal a ensuite ordonné son internement dans un établissement psychiatrique d'État pour traitement, suspendant le procès jusqu'à ce qu'elle soit jugée apte à continuer. Pour la communauté, les détails de la mort de Cairo étaient profondément troublants. Les autorités ont révélé que le corps de Cairo montrait des signes de négligence et de maltraitance. Le sort tragique du petit garçon était un rappel saisissant de la vulnérabilité des enfants et des conséquences dévastatrices de la négligence. Sa mort a suscité des appels à un suivi plus strict des enfants à risque et à l'amélioration des ressources en santé mentale pour les parents. La famille de Cairo, dévastée par la perte, a choisi de ne pas assister aux audiences. Un porte-parole de la famille a ensuite exprimé leur chagrin, déclarant qu'ils espéraient que justice serait rendue, non seulement pour Cairo, mais aussi pour prévenir des tragédies similaires à l'avenir. Malgré les retards dans son procès, l'affaire d'Anderson est restée un point focal de l'attention publique. La décision du juge de l'envoyer dans un établissement psychiatrique a suscité des réactions mitigées. Certains pensaient que c'était une étape nécessaire pour garantir un procès équitable, tandis que d'autres soutenaient que cela retardait la justice pour Cairo. À la fin de 2024, Anderson se trouvait toujours dans l'établissement psychiatrique, suivant un traitement. Son procès n'avait pas encore repris, laissant de nombreuses questions sur l'issue de cette affaire tragique. Je suis vraiment désolé. Récemment, Oak Park. Je ne vous ai jamais rencontré. Beaucoup de vies ont changé ce jour-là et je prie chaque jour pour votre famille. L'affaire d'Alexis Groves est un rappel brutal de la façon dont un comportement imprudent peut mener à une tragédie inimaginable. En 2017, Groves, sous l'influence de méthamphétamine, a percuté un autre véhicule en fuyant la police dans une camionnette volée. La collision a entraîné la mort de Shona Arredondo Bowling, âgée de 52 ans, et de sa fille de 14 ans, Shelly Bowling. Le drame judiciaire entourant son procès et sa condamnation a laissé une profonde impression sur tous ceux qui ont suivi l'affaire. L'incident s'est produit à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, lorsque Groves, dans une tentative d'échapper aux forces de l'ordre, a brûlé un feu rouge à grande vitesse, percutant la voiture de la famille Bowling. Les témoins ont décrit l'accident comme catastrophique, avec un impact si violent qu'il laissait peu de chances de survie aux victimes. Les enquêteurs ont révélé plus tard que Groves conduisait une camionnette volée, avait de multiples arrestations antérieures et était sous l'influence de méthamphétamine au moment des faits. À mesure que les détails de l'affaire émergeaient, les émotions étaient vives dans la communauté. La perte tragique d'une mère et d'une fille a profondément affecté les amis, la famille et les voisins qui ont exprimé leur indignation et leur chagrin. Les actions de Groves n'étaient pas seulement considérées comme imprudentes, mais comme un mépris total pour la vie humaine. Les procédures judiciaires ont été marquées par des débats intenses, notamment sur la détention préventive de Groves. Son avocat a soutenu que Groves n'avait pas d'antécédents criminels sérieux et ne représentait pas une menace continue pour la communauté. Cependant, les procureurs ont vigoureusement contesté, soulignant la gravité des accusations et le danger qu'elles représentaient. Ils ont soutenu que Groves devait être détenu sans caution, en soulignant les conséquences dévastatrices de ses actions. La Cour suprême du Nouveau-Mexique a finalement confirmé la décision de refuser la caution de Groves, la qualifiant de danger pour la société. Cette décision a établi un précédent important, affirmant l'amendement constitutionnel permettant aux juges d'ordonner la détention préventive. Pour les accusés considérés comme une menace pour la sécurité publique, la Cour a souligné que de telles décisions nécessitent une discrétion attentive et ne doivent pas être appliquées de manière indiscriminée. Lors de son procès, Groves a montré peu d'émotion, alimentant encore plus la colère et la frustration des familles des victimes. L'accusation a présenté des preuves détaillant son comportement erratique, sa consommation de substances et ses tentatives de fuir les lieux après l'accident. Les témoins ont raconté les moments déchirants qui ont suivi la collision, décrivant le chaos, les appels à l'aide et le sentiment accablant de perte. Les membres de la famille de Shona et Shelly ont livré des déclarations d'impact puissantes, partageant le profond chagrin qu'ils ont ressenti.
Le mari de Shauna a parlé du vide irremplaçable laissé dans leur vie, tandis que les amis de Charlie l'ont décrite comme une adolescente brillante et compatissante dont l'avenir a été tragiquement écourté. Leurs mots ont laissé beaucoup de personnes dans la salle d'audience en larmes. Soulignant les conséquences dévastatrices des actions de Groves, la défense a soutenu que les problèmes de consommation de substances de Groves et son enfance difficile avaient contribué à ces mauvaises décisions. Ils ont plaidé pour la clémence, demandant une peine qui lui permettrait la possibilité de réhabilitation. Cependant, l'accusation a rétorqué que son comportement imprudent répété et son manque de responsabilité justifiaient la peine la plus sévère. En novembre 2021, Alexi Groves a été condamné à 252 ans de prison, une peine conçue pour refléter la gravité de ses crimes. Le juge a souligné la nécessité de responsabilité et de justice pour les victimes, déclarant que les actions de Groves avaient causé un tort irréparable. La peine, bien que symbolique, a envoyé un message clair sur les conséquences d'un tel comportement imprudent. L'affaire Groves a également suscité des discussions sur les défis liés à la lutte contre la toxicomanie et son impact sur la sécurité publique. Beaucoup se sont demandé comment quelqu'un avec un passé de consommation de drogue et de comportement criminel pouvait continuer à mettre les autres en danger. La tragédie a servi d'appel à l'action pour des mesures d'intervention plus fortes et des systèmes de soutien afin de prévenir des incidents similaires à l'avenir. Et avait des preuves de la chronicité. Il s'agit d'une possible torture, y compris des marques profondes, de ligatures aux 2 chevilles et de larges plaques de peau manquantes sur le haut de sa poitrine. Le cas de Kian Holzendorf est l'un de cruauté déchirante, où une mère a infligé une douleur inimaginable à son enfant, menant à sa mort tragique. En 2023, Holzendorf a été condamné pour le meurtre capital de son fils de 8 ans, Kian Holzendorf. Le procès a révélé des preuves choquantes de sévices graves. Evelyn, es-tu en train de critiquer? C'est le tien, laissant la salle d'audience saisie par des émotions accablantes. La mort de Kian est survenue en mars 2021 lorsque les secours l'ont trouvé inconscient dans une chambre de motel à Houston, Texas. Holzendorf a d'abord affirmé que son fils s'était noyé dans la baignoire. Cependant, les enquêteurs ont rapidement découvert une réalité troublante. Le corps de Keon portait de multiples blessures qui indiquaient des abus chroniques et une possible torture, des marques profondes de ligatures sur ses chevilles, de larges plaques de peau manquantes et des ecchymoses indiquaient une souffrance prolongée. Pendant le procès, les procureurs ont détaillé l'ampleur horrifique des abus subis par Keon. Ils ont présenté des preuves d'agression physique et de négligence. Des témoins ont décrit comment Holzendorf et son compagnon, Dominic Lewis, avaient isolé Keon, l'avaient soumis à des punitions sévères et n'ont pas fourni des soins médicaux. L'accusation a soutenu que les actions de Holzendorf montraient un mépris total pour la vie de son fils. La réaction a été intense lorsque ces détails horrifiants ont été révélés. Spectateurs et professionnels étaient ébranlés. D'autres ont exprimé leur indignation face à la brutalité de l'affaire. Les procureurs ont souligné la trahison de la confiance, en mettant en avant que Keon aurait dû être protégé par sa mère. Et non soumis à une telle cruauté, la défense de Holzendorf a soutenu qu'elle était inapte à être jugée en raison de son état mental. Ses avocats ont affirmé qu'elle avait des antécédents de problèmes de santé mentale et ne pouvait pas comprendre la gravité de ses actes. Cependant, les psychiatres nommés par le tribunal ont déterminé que Holzendorf était apte à être jugé, permettant ainsi à l'affaire de se poursuivre. La mort de Keon a eu un impact profond sur la communauté. Les voisins ont raconté qu'ils avaient rarement vu le garçon à l'extérieur et n'avaient aucune idée des horreurs qu'il subissait. Les services sociaux avaient déjà rendu visite à la famille, mais l'ampleur des abus est passée inaperçue jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cet échec a suscité des discussions sur la nécessité d'une meilleure surveillance et intervention en matière de protection de l'enfance. Les moments les plus déchirants du procès sont survenus lors des déclarations d'impact des victimes. Les membres de la famille et les défenseurs de la communauté ont parlé de la nature lumineuse et aimante de Keon, dressant le portrait d'un enfant qui avait toute sa vie devant lui. Ils ont exigé justice pour le garçon, dont la voix avait été réduite au silence par ceux qui étaient censés prendre soin de lui. En mars 2023, Holzendorf a plaidé coupable de meurtre capital pour éviter la peine de mort. En admettant son rôle dans la mort de Keon, elle a été condamnée à une peine obligatoire de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge a déclaré que la peine reflétait la gravité du crime et la nécessité de protéger la société de tels actes. La condamnation a apporté une certaine clôture pour la famille et les soutiens de Keon, bien que la douleur de sa perte demeure.
Les défenseurs des droits des enfants ont appelé à des changements systémiques pour prévenir des tragédies similaires. Ils ont souligné l'importance d'une intervention précoce, d'une meilleure formation pour les professionnels de la protection de l'enfance et de garanties renforcées pour protéger les enfants vulnérables. Le mari de fait de Holzendorf, Dominic Lewis, a également été inculpé en lien avec la mort de Keon. Son procès est en attente, les procureurs cherchant à obtenir une peine similaire. Les preuves suggèrent que Holzendorf et Lewis ont tous deux joué des rôles actifs dans les abus sur le garçon. Buisang, Nats et les garçons Buisang, les rendant également responsables de son sort tragique. Ayant été reconnu coupable de cette infraction, vous êtes par la présente condamné à purger une peine de 20 ans dans la division institutionnelle. Je vous accorderai un crédit pour le temps que nous avons purgé. L'affaire de Megan Work a choqué la nation en 2018 lorsqu'elle a été condamnée pour son rôle dans la mort tragique de son fils de 2 ans, Colton Turner. Aux côtés de son petit ami, Michael Turner, Megan a non seulement joué un rôle dans la mort de son fils, mais a également aidé à dissimuler son corps, approfondissant le chagrin de la famille endeuillée de Colton. La mort de Colton en 2014 a été découverte après une enquête intense menée par les autorités à Austin, au Texas. Megan Work avait initialement signalé la disparition de son fils, mais des récits contradictoires et un comportement suspect ont rapidement indiqué un acte criminel. Après des jours d'interrogatoire, Megan a finalement avoué que Colton était mort et a conduit la police à son lieu d'inhumation, une tombe peu profonde dans une zone boisée près d'Austin. Pendant le procès, des détails horrifiants ont émergé concernant les circonstances entourant la mort de Colton. Les témoignages ont révélé que Colton avait subi d'immenses abus physiques dans les jours précédant sa mort. Des témoins ont décrit Megan et son petit ami ont soumis le jeune enfant à négligence, exposant à la violence et à l'instabilité. Le tribunal a appris que les derniers moments de Colton étaient remplis de peur et de douleur qui ont profondément touché tout le monde dans la salle d'audience. La réaction était d'une émotion écrasante. Alors que les membres de la famille de Colton prenaient la parole, la grand-mère de Colton a raconté comment le jeune garçon avait apporté de la joie à tous ceux qui le connaissaient, rendant sa perte d'autant plus dévastatrice. Les membres de la famille ont exprimé leur chagrin et leur colère face à la trahison de Megan en tant que mère, soulignant comment son rôle de protectrice de Colton avait été tragiquement inversé. Le juge David Wahlberg a également prononcé une déclaration puissante lors de la condamnation. Il a décrit l'affaire comme l'une des plus difficiles émotionnellement qu'il ait rencontrées dans sa carrière. Le juge a souligné le lien unique entre une mère et son enfant, qualifiant les actions de Megan de violation impardonnable de cette confiance. Il a souligné sa plus grande responsabilité en tant que mère biologique de Colton, la contrastant avec le rôle de Michael Turner en tant que beau-père. Vous étiez censé le protéger, l'aimer et le nourrir, a déclaré le juge Wahlberg, s'adressant directement à Megan. Au lieu de cela, vous l'avez laissé souffrir et mourir aux mains de ceux qui auraient dû le protéger le plus. Votre trahison est l'une des pires imaginables. L'accusation a présenté des preuves que Megan avait activement participé à dissimuler la mort de Colton. Après la mort du garçon, Megan et Michael ont travaillé ensemble pour cacher son corps, échappant aux autorités pendant des semaines. Le couple a même tenté de tromper les enquêteurs avec de fausses histoires, ajoutant à la douleur de la famille de Colton alors qu'ils cherchaient des réponses. L'équipe de défense de Megan a soutenu qu'elle avait elle-même été victime de violences et était sous l'influence de Michael Turner au moment du crime. Ils l'ont décrite comme une personne vulnérable qui manquait de force pour s'opposer à son petit ami. Cependant, le tribunal a rejeté ce récit. En se concentrant sur la responsabilité de Megan en tant que mère, Megan Work a finalement été condamnée à 30 ans de prison. Le juge Wahlberg a déclaré que la peine reflétait la gravité de ses actions, tout en permettant une certaine opportunité de réhabilitation. Le petit ami de Megan, Michael Turner, a reçu une peine de 20 ans pour son rôle dans le crime. Les peines ont apporté un sentiment de justice à la famille de Colton. Aucune punition ne peut compenser la perte qu'ils ont subie. La peine de Megan permet la possibilité d'une libération conditionnelle après avoir purgé la moitié de sa peine, inquiété la famille de Colton. Ils ont juré de s'opposer à toute libération anticipée. Megan reste derrière les barreaux, aussi longtemps que possible. Les proches de Colton ont également utilisé leur tragédie pour plaider en faveur de lois plus strictes sur la protection de l'enfance. Colton, espérant prévenir des cas similaires à l'avenir. Les salles d'audience révèlent les moments les plus sombres de l'humanité, où la justice et les émotions se heurtent. Ces affaires nous rappellent l'impact profond du crime, non seulement sur les victimes, mais aussi sur les familles et les communautés. Alors que nous réfléchissons à ces réactions glaçantes, nous sommes amenés à nous interroger sur la manière dont la société gère de telles tragédies et s'assure que justice soit rendue pour ceux qui ne peuvent plus parler pour eux-mêmes.